Bonjour, je vous propose de découvrir côté perso Pierre-Alexandre Guédon. Il est candidat aux élections municipales 2020 à Rouen et c'est dans ce format spécial du numéro de C'est juste entre nous. Bienvenue Pierre-Alexandre Guédon. Merci. Pour ce format, alors je le qualifie de convivial, hein. Je le redis à votre attention, 15 minutes précises pour chaque candidat. Et puis voilà, toujours la même règle, on ne parle pas campagne, on ne parle pas politique, on ne parle pas programme. On parle de vous et puis on essaie d'être authentique, on essaie d'être le plus vrai possible parce que je crois que c'est ce qui est intéressant pour tous ceux qui nous regardent. Alors, juste pour commencer, c'est peut-être pas de chance parce que c'est pas votre truc, vous, de vous retrouver devant les caméras et sous la lumière, mais plus généralement, vous êtes quelqu'un qui n'appréciait pas forcément de vous mettre en première ligne, de vous mettre en avant, du moins je crois pas. Oui, non, c'est vrai, je suis quelqu'un de plutôt discret. Ouais. Ouais. Alors justement, expliquez-moi comment vous vous en êtes retrouvé finalement à être numéro 1, à être tête de liste, parce qu'on sait que quand on va dans cet exercice-là, on va se retrouver en avant, sous le feu des médias, et puis le visage aussi sur la fiche de campagne. Oui. Après, je pense que c'est mon expérience c'est-à-dire associative avant. J'ai été référent local pour une association. J'étais militant aussi pour d'autres ou bénévoles. Je pense que c'est mon expérience qui m'a peut-être amené à effectivement cette responsabilité-là aujourd'hui. Mais alors, s'agissant de se mettre en avant en tant que personne, pour vous, c'est un point de passage obligé, c'est une contrainte parce que c'est pas dans votre tempérament? En fait, l'idée, c'est pas de me mettre moi en avant, c'est plutôt de mettre en avant la cause qu'on défend. J'entends bien, mais pour autant, puisque vous êtes celui qui porte le projet et la liste, vous êtes obligé de le faire, de vous mettre en avant. Oui. Ma question, c'était est-ce que vous devez passer par-dessus une difficulté particulière parce que... Oui. Ouais. Et comment vous le faites alors? Expliquez-moi. Comme je peux. Comme je peux. C'est-à-dire, vous vous dites c'est un mauvais moment à passer? Pas forcément un mauvais moment, parce qu'on fait des rencontres aussi intéressantes, c'est quand même formateur aussi. Donc non, ça se passe, et puis voilà, il faut le faire. Alors, pour faire connaître à tous ceux qui nous regardent la personne que vous êtes, vous diriez que de ce fait, vous êtes plutôt quelqu'un qui a une timidité naturelle, ou plutôt une pudeur, ou plutôt un mélange des deux? Comment vous analysez la chose? Peut-être un mélange des deux, ouais. Un mélange des deux. J'aime pas spécialement être mis en avant. Le regard des autres aussi, c'est quelque chose peut-être pas forcément auquel je fais attention, mais que j'évite quand je peux éviter. Là, le fait est qu'effectivement, la chose est différente. Mais encore une fois, je me recentre sur le pourquoi de cette candidature. Et ce qui me motive, effectivement, c'est la cause qu'on porte, quoi. Ça vient souvent de l'enfance, hein, quelquefois, quand on est un peu pudique, un peu timide, parce que c'est vrai que très souvent dans les familles ou même à l'école, on nous raconte qu'il ne faut pas trop parler de nous, qu'il ne faut pas trop se mettre en avant. Ça a été votre cas, vous? Vous avez ces souvenirs, justement, qui pourraient peut-être expliquer que c'est comme ça aujourd'hui? Non, pas spécialement. Non. Je fais partie d'une famille de 4 enfants. Je pense qu'il fallait de la place aussi pour chacun d'entre nous. L'idée, c'est effectivement laisser la place à chacun, et puis voilà. On m'a dit que vous n'aimiez pas trop non plus la relation avec la presse. C'est vrai, ça? Non, pas spécialement. Non, je la trouve intéressante et constructive pour justement le projet qu'on porte ou la cause qu'on défend. Donc il faut passer par là. Et c'est peut-être pas un exercice effectivement dans lequel je me sens très à l'aise, mais c'est un exercice qui est très important quand même. Ouais. Alors, vous avez, je le dis d'ailleurs pour chaque candidat, vous avez 36 ans, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes né à Rouen, mais pour autant vous avez grandi une partie de votre vie d'enfant et d'adolescent en zone rurale. Expliquez-nous un peu ce qu'était votre enfance à cette époque et où est-ce que ça se passait? Ça se passait à Bierville, à côté de Morgny-la-Pommeraye, donc effectivement pas loin de Rouen. On avait une maison à la campagne, on avait des animaux, que ce soit des animaux domestiques ou des animaux qui étaient destinés à la consommation. Moi j'ai des souvenirs magnifiques à la campagne. C'est des promenades dans les champs, jouer avec les animaux dans le poulailler, avec les poules, avec les poussins. Et je pense que mon engagement aussi aujourd'hui vient de cette période-là, quoi. Dans ce que vous décrivez, on est loin du téléphone portable, de l'ordinateur, du jeu vidéo et d'Internet. Le jeu vidéo, il y en avait un petit peu. La Nintendo, oui, la NES. À l'âge que vous avez, c'est logique, il y avait des jeux vidéo. La NES très carrée, là, mais voilà. Alors, à la fin de vos études, vous devenez une spécialité archéologue, comment on dit? Attendez, je précise, archéozoologue. Oui, archéozoologue. Alors, archéologue, on comprend, zoologue, on comprend également, mais alors, cette contraction des deux, faites-nous un peu de pédagogie, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. En fait, c'est comprendre la relation entre l'homme et l'animal à partir des vestiges archéologiques, donc ça peut être les vestiges osseux, dentaires, l'idée c'est de comprendre, par exemple,
l'alimentation des êtres humains, voilà, des temps passés en fonction de ces vestiges-là. Voilà. C'est mélanger les deux, comme vous avez dit, effectivement, le côté animal et puis le côté humain aussi, voir la place de l'animal dans nos sociétés passées, quoi. L'orientation des jeunes, elle est souvent difficile, on le sait, c'est pas évident de trouver sa voie. Vous, justement, sur cette voie très spécifique, on peut le dire, comment il s'est fait le déclic? À quel moment vous avez trouvé? À quel moment vous avez eu envie? À quel moment ça a bifurqué? J'ai toujours été passionné par l'archéologie, les choses anciennes, je me promener dans les champs, trouver des morceaux de tuiles, et ça a éveillé ma curiosité. Après, j'ai toujours été sensible aussi à la question animale, donc du coup l'archéozoologie a été un moyen d'allier les deux. Ces deux centres d'intérêt. Mais avant quand même de me spécialiser en archéozoologie, ou en tout cas travailler dans le monde archéologique, j'ai aussi travaillé dans la récolte de fonds pour différentes associations humanitaires. Donc voilà, pouvoir quand même aussi mettre ce côté professionnel, ou en tout cas pouvoir défendre mes sensibilités aussi dans le cadre professionnel. Voilà. Vous avez hésité à l'époque de l'orientation entre plusieurs voies possibles, plusieurs types de professions, plusieurs types d'engagements, plusieurs types de métiers? Non, pas vraiment. Quand j'étais enfant, oui, j'ai voulu être vétérinaire par exemple, mais il y a toujours eu cette passion d'archéologie qui, pour moi, c'était une évidence en fait. Voilà. Après, le monde du travail a fait qu'effectivement c'était compliqué de trouver du boulot dans ce domaine-là il y a quelques années. Oui, j'avais envie de vous demander tout à l'heure, est-ce qu'on arrive facilement à en vivre sur des métiers qui sont très très pointus, ou alors ça peut être exactement l'inverse, c'est-à-dire sur des métiers qui sont tellement pointus, il y a tellement peu de concurrence que justement on tire son épingle du jeu? Oui, pour l'instant, l'archéologie, ça reprend un petit peu dans notre région, donc j'en profite. Ouais. Si vous avez grandi à la campagne, comme vous l'avez dit, comme vous nous l'avez rappelé, en revanche, aujourd'hui, dans votre style de vie, vous êtes un urbain. Justement, comment ça marche, là, cet homme de la campagne qui est venu en zone urbaine? Et puis, expliquez-nous un peu de quoi se compose votre cadre de vie. Mon cadre de vie se compose je vis à Rouen, donc c'est notre architecture rouennaise typique, c'est les rues de Rouen. Après, on a la chance d'être dans une région, dans une ville qui est entourée de forêts aussi, avec des berges de Seine magnifiques. Je trouve un équilibre comme ça. Effectivement, je vis à Rouen, mais le week-end, je vais me promener dans la nature pour vivre ces choses qui sont importantes pour moi aussi. Ouais. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas en appartement. Si, je suis en appartement, mais j'ai un jardin. Eh ben voilà, c'est ça, parce que je me disais, forcément, il a un jardin. Ah oui, d'accord. J'en déduisais ça assez facilement. Ouais. Oui, donc c'est vraiment important, c'était une nécessité d'avoir un jardin? Bien sûr, d'avoir des végétaux, d'avoir des animaux qui puissent aller prendre l'air aussi, tout comme moi aussi d'ailleurs, c'est important pour prendre un bol d'air, quoi. Et alors les animaux qui vous entourent le plus, ils ont des oreilles pointues, des moustaches? Ouais, j'ai 6 chats. Ce sont des chats? Ouais, c'est ça, j'ai 6 chats, tout sortis de la rue. Oui, ce sont des chats que vous récupérez, que vous accueillez, que vous adoptez? Ouais, plutôt on va recueillir, on va les recueillir quand ils sont en détresse dans la rue, effectivement. On a cette tendance à leur filer un coup de pouce et puis ça termine par une colocation, quoi. Voilà, donc vous avez un budget croquette? On a un bon budget croquette, Vétérinaire aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse chez le félin? Le chat, c'est l'archétype du félin. Qu'est-ce qui vous passionne dans cet animal, pour autant que ce soit le cas? En fait, je ne suis pas spécialement chat. C'est un peu le hasard des choses, que ce soit des chats qui vous entourent? Voilà, c'est les rencontres de la vie. Mais alors, est-ce que vous les regardez, vous les observez? Bien sûr, oui, on vit ensemble. Vous vous intéressez à eux? Oui, bien sûr. Et justement, comment vous les comprenez? C'est quand même mystérieux, un chat. On n'a jamais tout compris avec un chat. C'est peut-être ça qui est intéressant. Ouais. Alors justement, vous y trouvez quoi, vous, chez cet animal? Vous venez de parler de mystère. Il y a le côté attirant dans le mystère, par exemple. Et puis il y a le côté aussi quand même douceur, évidemment. C'est des animaux capables de douceur. Et voilà. C'est toujours ambivalent un petit peu, un chat. Ça apaise aussi. Le chat, le ronron apporte une forme de sérénité. D'ailleurs, ça peut soigner, d'ailleurs, j'imagine, certaines pathologies, je crois. C'est utilisé en traitement médical. Alors, on essaie toujours un peu d'en savoir un peu également sur les loisirs, ce que font nos candidats lorsqu'ils ne travaillent pas. J'ai quelquefois un peu de mal, parce que souvent on me dit je ne fais que ça. Bon, je ne suis pas toujours sûr de les croire, les candidats, mais alors quand vous ne travaillez pas, on va sur le champ de la détente, du loisir, essayer de vous raconter un peu. Ouais, je vais vous décevoir. Je sais bien, mais je ne vais pas forcément me laisser faire non plus. Ok. Non, mais effectivement, à côté de mon travail, mes journées de travail, je vais bosser sur des sujets qui m'intéressent dans le monde associatif, par exemple, ou là en ce moment les campagnes. Ouais. Mais avant ça, effectivement... Oui, mais alors ça, on met ça de côté évidemment pour cet échange, et ma question ne portait pas là-dessus, bien sûr. Donc il va y avoir très peu de place, ou je laisse très peu de place au loisir. Après, sinon, c'est comme je vous disais tout à l'heure, des balades en forêt au bord de la Seine. La famille aussi, qui est importante pour moi.
À part ça, les gens qui vous en ce connaissent moment, bien vous qualifient de quelqu'un de très... On est tous un peu famille, j'imagine, mais vous, on vous qualifie de très, très famille. Oui, oui. Tous les dimanches? Tous les dimanches chez ma grand-mère. Chez votre grand-mère. Ouais, Voilà. ouais. Ça, c'est quelque chose d'invariable, c'est quelque chose d'immuable. Ouais. La relation aussi aux grands-parents, ça vous parle, c'est important? Oui, bien sûr, ma grand-mère particulièrement, enfin, Ouais. ça a toujours été. Ouais. Ouais. Parce que vous avez peut-être passé beaucoup de temps avec elle quand vous étiez Ouais, jeune. voilà, exactement. Ouais. Pour moi, c'est un point de repère, quoi. Et cette intergénérationnelle, ces relations intergénérationnelles, comment elles vous parlent, qu'est-ce qu'elle vous apporte, votre grand-mère, depuis cette époque qu'elle a vécue, cette époque où elle était jeune à votre âge, il y a un certain temps. Qu'est-ce que vous allez y puiser, en fait, dans cette relation? Bon, du réconfort, déjà, il y a le côté maternel chez ma grand-mère, voilà, du réconfort, et puis peut-être effectivement, vous parliez d'intergénération, d'époques différentes aussi, ça c'est très intéressant. Permet de voir notre société qui évolue aussi, l'évolution de notre société, et envisager l'avenir aussi, voilà, en rencontrant, ou en tout cas en fréquentant des personnes de la génération d'avant la nôtre. Hein. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'envisager l'avenir finalement en côtoyant des personnes qui sont en quelque sorte des personnes du passé, on puise toujours des idées d'avenir dans le passé, hein, très souvent. Puis chez vous, il y a des bouquins. Oui, il y a pas mal de bouquins. Il y a beaucoup de bouquins, un mur de bouquins. Une bonne bibliothèque. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans votre bibliothèque? Vous avez au point qu'une bibliothèque décrit toujours effectivement la personne qui habite. C'est assez variable. Il y a évidemment des ouvrages sur mon travail, ce qui concerne l'archéologie. Vous avez des romans, j'aime beaucoup la mythologie aussi, les contes. Voilà, c'est ce qui compose le plus, je pense, ma bibliothèque. Ouais. Bon, j'ai fouillé un peu et qu'est-ce qu'on me dit? Non, j'ai pas grand-chose de plus. Oui, l'éthologie également. Hein. L'éthologie, le comportement des animaux aussi. Ça nous ramène à l'échange qu'on avait tout à l'heure sur le chat. Dans tout ce que vous avez observé jusqu'à présent sur les animaux, qu'est-ce qui vous aurait le plus étonné? Vous vous êtes dit, jamais j'aurais imaginé que des animaux soient par exemple capables de ceci ou de cela? En fait, je crois que pas. Non. J'ai depuis longtemps compris que les animaux étaient capables de plein de choses. Donc au final, il n'y a pas grand-chose qui m'étonne. Ce qui m'étonne peut-être le plus, c'est qu'on est nombreux à pas l'avoir compris. Voilà, encore trop peu nombreux. Quelques secondes, je ne vais pas vous embêter beaucoup, quelques secondes, comme avec chacun d'ailleurs, sur votre caractère, votre tempérament. On me dit que vous aimez bien contrôler les mots, que le sens précis de chaque mot est important pour vous, que vous avez une vision très pointue, voire d'ailleurs intelligente. Je reprends des mots de personnes qui m'ont parlé de vous. On me dit aussi que vous seriez pointilleux, peut-être un peu trop pointilleux, mais alors là, c'est vous que je laisse répondre. Oui, je peux le reconnaître, oui. Peut-être des fois un peu trop. Ouais. C'est-à-dire, comment ça se manifeste? Je passe beaucoup de temps à travailler, à poser justement mes mots, mes écrits, quand je dois écrire quelque chose. Et alors très pointilleux aussi dans la relation à l'autre, dans le débat, dans la discussion. Assez exigeant, effectivement. Il faut vraiment que votre interlocuteur utilise le juste mot avec sa juste définition. Sinon, ça vous perturbe ou ça vous ennuie? Non, je pense que cette exigence, elle est d'abord pour moi. Ouais. Après, effectivement, j'ai aussi cette forme d'exigence pour les autres, mais je suis peut-être plus tolérant quand même avec les autres. C'est quelque chose qu'on peut moins maîtriser. Voilà. Sur ce que moi je peux maîtriser, effectivement, je vais essayer de tout faire pour que ce soit le plus parfait possible. Et puis après, je suis moins exigeant quand même pour les autres. Ouais. Le goût des candidats pour les vacances, leurs habitudes aussi, ça nous intéresse parce que ça raconte d'eux, ça parle d'eux. Les voyages aussi, les voyages lointains, les autres pays. J'en connais deux vous concernant, mais je vais voir si vous m'en parlez. Ah oui. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement comme autre pays? Vous parlez de voyages que j'ai fait ou de voyages qui seraient à faire? Que vous soyez susceptible de faire. Allez, je vous lance le Japon. Oui, d'accord. Oui, effectivement, je suis allé au Japon il y a 2 ans. Oui. C'était très sympathique, j'ai beaucoup apprécié cette contemplation de la nature qu'il pouvait y avoir dans ce pays-là. Cette contradiction aussi, j'ai trouvé très intéressante entre à la fois la contemplation de la nature des animaux sauvages et puis la consommation en même temps de ces animaux, pour beaucoup de Japonais. Ouais. Donc cette ambivalence était assez intéressante. Après, je suis allé au Mali aussi, je trouvais très intéressant aussi comme pays. Ouais. Pour finir, on arrive au terme. Question immuable, rituelle, que je pose à chaque candidat. Quelle serait votre ambition ultime dans la vie, votre ambition intime également, en termes de réalisation personnelle? Je ne parle pas de métier, je ne parle pas de profession, je ne parle pas de politique. Ouais.
ce serait simplement d'avoir cette impression ou ce sentiment d'avoir permis une avancée sur quelque chose qui me tient à cœur et ce que je défends aujourd'hui par le biais de cette campagne-là, c'est-à-dire la question animale, avoir l'impression d'avoir fait avancer la chose. Et en termes de réalisation personnelle? Ce serait ça aussi. Pour moi, c'est la chose qui me tient à cœur. Exactement. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre Guédon, de vous être prêté autant que vous ayez pu le faire. Hein. J'ai bien compris que ce n'était pas votre goût pour l'exercice, mais je vous remercie beaucoup de votre spontanéité et puis de votre parler vrai. Si vous nous suivez, eh bien, n'hésitez pas à regarder également les autres portraits des autres candidats à la mairie de Rouen pour ces municipales 2020. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre portrait.